Retour sur le plateau du temps de l'info avec deux invités, nos experts. On va tout de suite parler de la situation au Proche-Orient avec ses craintes d'une escalade militaire. On va parler dans un instant du redéploiement américain, des mises en garde, même de la France aujourd'hui pour ses ressortissants au Liban. Mais tout de suite, avant de parler de tout cela, on revient sur cette attaque ce matin qui révèle ce contexte très tendu en Israël. On a appris que 2 personnes avaient été tuées et 2 autres blessées dans une attaque au couteau près de Tel Aviv. L'agresseur proviendrait de Cisjordanie. On va tout de suite écouter ce secouriste qui est arrivé ensuite sur les lieux. À 7h30 ce matin, nous avons reçu un appel téléphonique signalant qu'une personne avait été poignardée à Holon. Des ambulances et des motos ont immédiatement été envoyées. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé 4 personnes blessées. 2 sont dans un état critique, une était dans un état moyen et une a été déclarée morte sur place. Nous avons soigné les blessés et ils ont tous été transportés à l'hôpital immédiatement. Et nous sommes en direct d'Israël avec Jonathan Serrero. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Jonathan. Le bilan vient de s'alourdir et passer à 2 morts. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, il était aux alentours de 7h30 ce matin lorsque Ammar Odeh, 34 ans, originaire du village palestinien de Salfit, un village qui se trouve sur la partie nord des territoires palestiniens, a fait éruption dans un parc pour enfants. Pas fréquenté par des enfants, vacances oblige, mais par des joggeurs. Et c'est là qu'il entame sa randonnée macabre et qu'il poignarde un couple âgé entre 80 et 66 ans. Les 2 personnes ont succombé malheureusement à leurs blessures un peu plus tard. Il poursuit cette randonnée vers un axe de circulation très fréquenté de la ville de Holon qui se trouve proche de la grande ville de Tel Aviv, dans le centre d'Israël. Et là, il poignarde 2 autres personnes, dont un jeune âgé de 26 ans. Il se trouve pour le moment dans un état stable d'un des hôpitaux de la ville de Tel Aviv. Cet attentat intervient dans un contexte assez bouillant, dans un contexte d'extrême tension en Israël. Le terroriste n'appartiendrait pas à l'une des organisations connues dans les territoires palestiniens. On parlerait d'un loup solitaire. La France, par la voix de son ambassade ici en Israël, condamne avec la plus grande fermeté cet attentat. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct d'Israël pour LCI. Merci beaucoup à vous. En plateau avec nous pour discuter de cette actualité, Manas Shirali, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Nous sommes également avec Claude Blanche-Maison, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, ancien ambassadeur de France à Moscou et auteur de Vivre avec Poutine aux éditions Temporis. Aurélien Duchesne est également là. Bonjour, bonjour Aurélien, consultant géopolitique et défense. Et nous sommes également avec Yuri Clavier, bonjour, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies. Cette attaque au couteau ce matin survenue près de Tel Aviv, on se souvient que le Hamas avait appelé à une mobilisation, une journée de colère vendredi, mais plus globalement une mobilisation. Est-ce que c'est une réponse à cet appel ? On peut y voir cela, on peut aussi voir ce qu'on voit depuis des semaines, c'est-à-dire des affrontements entre des gens qui n'appartiennent pas à des organisations, soit des colons israéliens qui se sentent désinhibés parce qu'il y a des gens comme Itamar Ben-Gvir au gouvernement israélien qui encouragent, par exemple, des colons à recourir à la violence et à s'affirmer par la force chez eux, entre guillemets, et de l'autre côté, des gens qui répondent de plus en plus par les armes, des loups solitaires, comme ça a été dit, qui sont de plus des gens beaucoup plus difficiles à détecter pour des services de renseignement comme le Shin Bet. Il est beaucoup plus difficile de détecter ces gens qui n'appartiennent pas forcément à une organisation comme le djihad islamique ou encore aux éléments du Hamas en Cisjordanie. Il en existe. Il est plus probable, à mon avis, que ce soit davantage du fait de la montée des violences et que ce soit quelqu'un de plutôt, on va dire, spontané, que quelqu'un qui s'inscrirait dans l'appel du Hamas à riposter. Ou alors, enfin, ce serait lié au fait que vous avez eu des frappes récemment, là encore, qui ont tué des civils de la part d'Israël. Il y avait cette histoire d'école, par exemple, et on sait qu'il y a eu beaucoup d'appels, évidemment, à venger ces frappes israéliennes. Oui, effectivement. Manas Shirali, est-ce que le Hamas a les moyens de mobiliser ces troupes, on va dire, ces Palestiniens qui sont aussi sur d'autres territoires que Gaza ?
J'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans la grande vengeance. Ce qui s'est passé, c'est plutôt ça s'inscrit dans les schémas habituels de vengeance personnelle. Les gens qui, dans les contextes de crise, ils réagissent individuellement. Mais qu'en est-il de la vengeance, de la grande vengeance qu'ils nous ont promis? Il faut attendre, il faut voir ce que ça va donner. Et on va en parler évidemment de cette riposte qui est attendue. On va aussi parler de ces frappes qui sont venues de la part du Hezbollah cette nuit. Des dizaines de roquettes qui se sont abattues sur le nord d'Israël en riposte à des attaques israéliennes sur le sud du Liban. Tous les yeux sont en effet tournés vers le Hezbollah qui a une grosse puissance de nuisance qui sont les plus menaçants pour Israël et qu'elle peut voir de déstabiliser l'État hébreu, surtout s'il se coordonne avec les autres proxys de l'Iran, Hamas et Houthi. Allons tout de suite à Beyrouth, retrouver cette fois Arthur Saradin. Arthur, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Il s'agirait donc de tirs en riposte aux attaques israéliennes sur le sud du Liban. Mais nous ne sommes pas ici, évidemment, dans les représailles suite à l'assassinat du numéro 2 du Hezbollah, c'est Fouad Choker, la semaine dernière, Arthur. Oui, absolument. Vous avez, disons, deux dynamiques qui se croisent. D'abord, celle qu'on voit depuis 10 mois à la frontière libano-israélienne, celle des échanges de tirs sporadiques entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. L'attaque qu'on a pu voir cette nuit. Alors en effet, c'était une petite, on va pas dire une escalade, mais un pic de tension qui était assez inédit, en tout cas qui est dans ce qui se fait de plus impressionnant depuis 10 mois, une soixantaine de roquettes sur une nouvelle localité israélienne. Le Hezbollah a revendiqué ce tir en réponse à des raids israéliens qui avaient fait des morts civiles au sud du Liban. Mais en effet, ce qui inquiète encore plus que cette frontière qui est instable et dans ce conflit larvé depuis des mois, eh bien, c'est cette riposte que vous avez mentionnée qui pourrait être conjointe entre l'Iran, le Hezbollah et peut-être les proxys de l'Iran, à savoir les Houthis au Yémen et les milices chiites irakiennes. Pour rappel, en effet, l'ambassade de France ce matin a demandé à ses ressortissants de partir et s'est joint aux chancelleries occidentales comme les États-Unis, l'Italie, la Pologne qui ont aussi demandé à leurs ressortissants de quitter le pays, ce qui n'est pas toujours une mince affaire d'ailleurs pour ces ressortissants qui ont vu beaucoup de lignes commerciales fermées depuis l'aéroport de Beyrouth. En effet, pour l'instant, depuis quelques jours, on entend et on lit dans la presse arabe et de la région toutes les théories sur les formes que pourrait prendre cette riposte iranienne et du Hezbollah, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas à quel point cette riposte et cette opération militaire d'envergure pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la région si elle sera simplement symbolique ou beaucoup plus offensive sur le plan militaire. Merci beaucoup Arthur Saradin pour toutes ces précisions depuis Beyrouth pour LCI. Merci à vous. Des tirs qui interviennent en tout cas alors que l'Iran a affirmé samedi que le Hezbollah ne devait pas se limiter aux cibles militaires. Il devait frapper Israël en profondeur. Son attaque ciblerait cette fois des zones comme Tel Aviv ou encore Haïfa, des centres stratégiques et les maisons de responsables israéliens. Yuri Clavillier, le plan iranien se précise peu à peu? Ça, c'est une question auquel on peut toujours se... Enfin, il y a une amplitude d'options que l'Iran peut utiliser. Maintenant, est-ce que cela implique forcément un rôle important, premier pour le Hezbollah, pour ses autres proxys dans la région? Pas nécessairement. Il y a toujours la question, effectivement, de est-ce que c'est plus un symbole que, comme vous l'avez dit, le besoin de vraiment faire des dégâts, frapper et d'une certaine manière engager un processus qui pourrait aller vers une escalade. Ça, c'est d'une certaine manière la balle est dans le camp iranien. C'est à eux de décider quelle est la riposte qu'ils souhaitent appliquer, aussi bien parce qu'ils ont effectivement un besoin de communiquer vers l'intérieur du pays, mais aussi vers leurs alliés, vers l'extérieur et aussi leurs adversaires. C'est un équilibre qui est difficile à juger, aussi bien pour eux en premier que pour nous qui sommes des observateurs. J'imagine qu'on verra bien dans les prochains jours la décision qui sera prise. Et on a quelques détails tout de même et quelques déclarations. On va bien sûr vous les faire passer avec des tirs de roquettes qui interviennent alors que les mises en garde se multiplient de la part des Occidentaux à l'égard de leurs ressortissants. Regardez, ça c'est celle de l'ambassade américaine à Beyrouth, mais la France a appelé dimanche, donc aujourd'hui, ses ressortissants français à quitter le Liban dès que possible. L'ambassade des États-Unis les exhorte à quitter le Liban en prenant n'importe quel billet d'avion disponible. Mon message pour les ressortissants britanniques est clair, quittez maintenant le Liban. C'est ce que dit le chef de la diplomatie, David Lammy. La Suède a aussi annoncé la fermeture de son ambassade et appelé ses ressortissants à partir. Pareil pour
le Canada qui demande également à éviter tout voyage en Israël, sans parler des nombreuses compagnies aériennes qui suspendent leur vol vers Israël ou vers Beyrouth. C'est vrai, ce qu'Arthur Saradin nous disait, c'est pas une mince affaire non plus pour ces ressortissants qui sont sur place quand ils entendent ça. Comment ça se passe, monsieur l'ambassadeur ? D'abord, les ambassades et les gouvernements en question ont le devoir de protéger leurs citoyens et par conséquent de les protéger contre l'hypothèse la plus néfaste. Mais il semble bien que la pression monte en effet et que les renseignements convergent. L'embrasement n'est pas exclu. Et en effet, il faut prendre des mesures de précaution. Certains pays vont jusqu'au bout en fermant leur ambassade. Oui. Vous l'avez dit, la Suède par exemple. D'autres disent aux voyageurs, quel que soit le but de leur voyage, de surtout rentrer d'urgence par n'importe quel moyen, parce qu'en effet, il est probable que le Hezbollah va continuer et intensifier ses tirs de missiles. Alors dans l'immédiat, ce qui s'est passé cette nuit, c'est pas une réplique, c'est pas la réplique coordonnée avec l'Iran, c'est la suite de ce qui se passait auparavant. Mais l'Iran est probablement en train de prendre sa décision sur la réplique coordonnée et on ne sait pas quelle elle sera. Et effectivement, si elle existe, il y aura une réplique à la réplique. C'est-à-dire qu'Israël ne restera pas inactif, et c'est là le risque de l'embrasement. Les périodes d'élections présidentielles aux États-Unis sont souvent des périodes où les crises, si elles existent quelque part, s'intensifient parce que les gens ont le sentiment que la capacité de réaction des États-Unis est moindre pendant ces périodes d'élections présidentielles. On l'a vu dans le passé à plusieurs reprises. On l'a vu, par exemple, lorsque les Russes sont entrés en Géorgie au mois d'août. Pendant les JO, d'ailleurs. Oui, et donc, c'est une période, en effet, où, à tort ou à raison, les décideurs des pays en crise ou en guerre pensent que la capacité de réaction américaine est moindre, en tout cas moins rapide que d'habitude, et qu'elle est affectée. Donc, en effet, le risque est probablement plus important d'un embrasement dans cette région actuellement. Oui, Manal Chirali, quand on voit effectivement ce que disent les États-Unis, quitter le Liban en prenant n'importe quel billet d'avion disponible. J'ai vraiment l'impression que nous sommes en train d'assister à un moment très important de l'histoire. Ça fait 45 ans que la République islamique promet au monde entier qu'il allait disparaître, qu'il allait faire disparaître Israël. Aujourd'hui, la République islamique a une très très bonne prétexte pour le faire. Et elle ne réagit pas. Pour l'assassinat d'Ani, est-ce que ce serait le prétexte pour... En tout cas, c'est une bonne raison pour faire disparaître Israël. Donc, j'ai l'impression que nous assistons à un moment très important de l'histoire. Les rideaux tombent. C'est aujourd'hui qu'on va voir si la République islamique est à la hauteur de ses promesses, de ses ambitions, ce qu'elle nous a toujours dit, est-ce qu'elle est capable de réaliser. On voit que nous sommes en face d'un État qui hésite, qui ne sait pas très bien quoi faire, qui a toujours promis de faire disparaître un pays, mais aujourd'hui, il n'arrive même pas à riposter, à faire un geste pour sauver sa face. Donc, je pense, aujourd'hui, vraiment, c'est un moment de l'histoire qui est en train de se produire sous nos yeux. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr, surtout qu'il y a un double test là pour le régime iranien, test extérieur, c'est-à-dire que pour ces proxys, on avait vu qu'il y avait une forme de déception en avril quand d'aucuns s'attendaient à ce que l'Iran aille beaucoup plus loin que seulement 300 drones et missiles contre Israël. C'était une attaque qui était restée calculée pour rester en dessous du seuil d'interception du dôme de fer israélien et des alliés d'Israël dans la région, comme les Français qui avaient intercepté des appareils iraniens, évidemment. Et de l'autre côté, facteur intérieur, parce que le discours du régime iranien de cultiver ce qu'on appelle le fameux complexe obsessionnel de l'Iran qui est encerclé par les sionistes et leurs alliés, dans le vocable iranien, ce discours est de moins en moins audible. Quand d'un côté, Hassan Nasrallah a démonétisé, pour le Hezbollah, a démonétisé sa parole à force de promettre des vengeances qui n'adviennent jamais. Ali Khamenei avait promis que le monde entier allait voir un déchaînement de violence pour la mort de Soleimani, j'en parlais hier, en 2020. Il a redit la même chose au printemps 2024, il n'en a rien été. Donc là, il y a deux fondements de la légitimité du régime iranien qui sont ébranlés par le fait qu'il y a un hiatus de plus en plus grand entre un discours qui est maximaliste, d'éradiquer Israël, et d'autre côté des réponses qui restent
en deçà de ce qu'attendaient même les Américains. Alors les Américains, évidemment, tout le monde a les yeux tournés vers les États-Unis et le président Biden a été interrogé dans sa résidence du Delaware pour savoir s'il pensait que l'Iran se tiendrait à l'écart. Eh bien, le président a répondu brièvement. On l'écoute. Monsieur le Président, pensez-vous que l'Iran va faire machine arrière ? Quoi ? Pensez-vous que l'Iran va renoncer ? Je l'espère, je ne sais pas. Voilà, dialogue à distance pour cette journaliste avec le président Biden. Je l'espère, mais je ne sais pas. Les Américains qui ne veulent pas de cette guerre, qui feront tout pour l'empêcher, Claude Blanche-Maison ? La réponse est sage, en tout cas. Que pouvait-il répondre d'autre aujourd'hui ? Parce qu'en réalité, il ne sait pas ce que l'Iran va faire. Même si l'Iran n'est pas capable de faire grand-chose, c'est quand même très risqué de parier que l'Iran est incapable de faire des choses, en effet, qui pourraient conduire à une guerre. En tout cas, ce qui est sûr, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure, c'est que le président Biden a une explication de gravure assez sévère avec l'autre protagoniste, c'est-à-dire avec Netanyahou. Il semble que leur coup de téléphone, en effet, ait été assez dur, dans la mesure où Netanyahou a maintenant, on le voit très bien, et c'est dans la presse israélienne de ce matin, Netanyahou a sa position constante qui est de prendre pour acquis le soutien américain. C'est acquis, donc il n'y a pas besoin de le cultiver, sauf que par politesse, on disait jusqu'à présent à Joe Biden, bien sûr, nous négocions vers un cessez-le-feu et vers la libération des otages. Et apparemment, le président Biden n'était pas Sleepy Joe pendant ce coup de téléphone, puisqu'il aurait répondu « Don't bullshit me ». Oui, exactement, et on va y revenir, parce qu'il a menacé aussi Joe Biden. Ne roulez pas dans la farine. Effectivement. Ça commence à bien faire. Et parce qu'effectivement, il est évident que Netanyahou amuse la galerie sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il le fait parce que les Américains demandent de le faire, mais pour lui, c'est pas la priorité. Cette négociation n'est absolument pas la priorité. Et en plus, sur l'autre aspect, eh bien, le président Joe Biden aurait dit, toujours d'après la même source, que le moment choisi pour éliminer le chef politique du Hamas n'était pas très heureux. Oui, effectivement. Et voilà. ça, on va en parler dans un instant. Mais je voudrais qu'on parle de ce général américain qui est sur place, en charge des forces américaines au Moyen-Orient. C'est Michael Kurilla. Il s'agit de mobiliser la coalition internationale qui a défendu Israël lors de la précédente attaque en avril. Il va notamment aller en Jordanie, qui a eu des mots assez fort pour Israël ces derniers jours. Je pense qu'il a traité le ministre des Affaires étrangères d'État voyou après l'assassinat de Ismaël Haniyeh. Et on apprend également que selon 3 responsables américains et israéliens, eh bien, ces attaques sur Israël, de la part de l'Iran pourraient advenir dès ce lundi. Est-ce que cette communauté internationale, régionale, elle est toujours prête à se mobiliser, Yuri Clavier, comme ce fut le cas en avril, quand plusieurs pays, effectivement, se sont mis ensemble pour intercepter les drones et les missiles qui venaient en masse de l'Iran? C'est le job, effectivement, de ce général américain qui est sur place. Son voyage était prévu, mais il est là, effectivement, dans ce contexte extrêmement tendu. Et sa mission, ça va être ça, de rassembler. Oui, non, sur la question du soutien dans l'interception, la défense antiaérienne d'Israël contre une possible attaque de missiles et de drones, je ne vois pas de raison pour laquelle la position changerait. Il y aurait une interception qui serait effectuée en coordination avec les forces aériennes et anti-aériennes israéliennes là-dessus. Maintenant, en fait, encore une fois, ça dépend effectivement de la réponse qui est décidée par l'Iran. On est dans 2 scénarios d'une certaine manière. C'est ou bien en fait on a une répétition de ce qui s'est déjà passé, ce qui pose problème pour l'Iran sur certains points, parce qu'effectivement refaire ce qui a déjà été fait, ce n'est plus la même chose, surtout vu qu'on est dans un autre contexte, ou en même temps essayer quelque chose d'au-dessus. Sauf que là s'ouvre quand même toute une gamme de scénarios qui pourraient engranger ensuite, qui pourraient poser des questions, parce qu'effectivement si on se pose la question de un Hezbollah qui s'engage réellement avec beaucoup de missiles et de roquettes, l'Iran qui disons, passe au-dessus de ce qu'elle a déjà pu faire avant. Je ne compte pas forcément les autres proxys, mais rien que ces 2 acteurs-là.
Même avec l'intervention des pays dans la région et les systèmes de défense antiaérien israéliens, c'est quand même beaucoup. Et ça veut dire des dégâts, certainement, beaucoup de dégâts. Et là, après, on est dans une situation où les questions elles s'ouvrent parce que effectivement, Israël est un pays qui est face d'une certaine manière à des choix sur comment elle veut gérer sa sécurité et ses relations avec ses voisins. Donc voilà, la question se pose sur le choix qui est fait par l'Iran sur est-ce qu'on veut rester et faire à peu près la même chose, ou est-ce qu'on va aller plus loin. Et là, les questions, tout est possible, quoi. Nous sommes avec Myriam Benrad. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Politologue spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller-Paris et auteur de Terrorisme, les affres de la vengeance aux éditions Le Cavalier Bleu. Vous, que pensez-vous de cette mission de mobilisation de la part du général américain Kurilla qui est sur place? Il va se rendre en Jordanie, ça va être une étape clé effectivement de sa tournée, on va dire, au Moyen-Orient pour mobiliser les alliés face à une possible riposte de l'Iran. On sait que la Jordanie, elle n'a pas non plus apprécié ce qui s'est passé à Téhéran avec le chef politique du Hamas. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments importants qui ont été mentionnés par Claude Blanche-Maison. Tout d'abord, le fait que l'alliance avec Israël restera ce qu'elle est, c'est-à-dire que là, il y a des fondamentaux au niveau de la politique étrangère américaine qui ne seront jamais remis en cause. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où Netanyahou découple le volet militaire du volet diplomatique, ce n'est absolument pas la position de l'administration américaine, et quelle que soit l'administration américaine en question, puisqu'on est en période électorale, les démocrates comme les républicains ne souhaiteront absolument pas de réengagement massif des États-Unis au Moyen-Orient. Donc c'est là que les pressions vont s'accentuer. Vous mentionniez la Jordanie, on pourrait mentionner d'autres pays arabes qui en effet aujourd'hui sont en position de grande tension parce qu'il y a cette sorte de déchirure finalement entre une position pro-palestinienne historique et alors avec des régimes évidemment qui ont aussi réprimé ces mouvances palestiniennes, mais il y a le poids de l'opinion publique face à la guerre à Gaza. Et donc du côté américain sont en jeu aussi les relations avec un certain nombre d'alliés dans la région, d'alliés arabes. Voilà pourquoi les États-Unis, tout en fournissant l'aide militaire qui est nécessaire à ce que je pense être une politique d'endiguement, de containment pour le moment, sont aussi bien obligés de rappeler à Netanyahou, aux Israéliens, la nécessité d'une négociation et d'une issue. Donc voilà, je pense, les messages qui sont aujourd'hui passés par l'administration Biden, mais encore une fois, qui seront passés par n'importe quelle administration, parce que je voudrais finir sur un point. On ne parle plus vraiment de la crise qui avait été générée par Daesh. Alors ça a très peu à voir avec la configuration actuelle au Proche-Orient. Mais rappelez-vous que même face à une menace djihadiste transnationale qui menaçait le monde entier, les États-Unis avaient aussi pratiqué cette politique d'endiguement en s'engageant finalement très peu au sol. Donc c'est exactement le même scénario parce qu'il y a cette volonté américaine depuis de longues années désormais d'échapper à tout nouveau bourbier moyen-oriental. Et je crois que voilà le message que passe l'armée américaine et évidemment aussi le département d'État en coulisses dans les négociations. Effectivement, avec cette mise en garde de Joe Biden, c'est Axios qui nous le révèle, le président américain qui aurait menacé de mettre fin à l'aide américaine si le conflit au Moyen-Orient s'intensifiait à nouveau. Il exige immédiatement un accord pour libérer les otages de Gaza et un cessez-le-feu. C'est ce que déclarent deux responsables américains. Le président qui serait déçu par les conséquences des meurtres commis par Israël, Téhéran et Beyrouth. Et on rappelle quand même que Netanyahou, il était à Washington il y a une semaine. Oui, mais on retrouve là en fait ces indices de la presse américaine. Dès l'époque, vous savez, de Bill Clinton, Clinton avait dit quand Netanyahou repart de son bureau, j'ai l'impression que c'est lui qui dirige la première superpuissance mondiale. Pour qui se prend ce type? C'était un indice de Bill Clinton à l'endroit de Netanyahou. Netanyahou et Biden se connaissent depuis 40 ans. On a vu que leur début de relation, quand Biden était arrivé à la présidence, c'était peut-être un peu compliqué
parce que Biden devait revenir sur les décisions qu'avait prises Trump, comme le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de l'annexion du Golan par Israël. Donc la relation s'était quelque peu détériorée. Je pense que ce qui accrédite d'ailleurs cette source Axios, c'est aussi le fait que ce que disaient beaucoup d'analystes américains, c'est que le retrait de Biden, de la présidentielle, fait de lui un lame duck, comme on dit aux États-Unis, et des gens comme Netanyahou se sentent d'autant plus désinhibés à se dire bon, Biden va rien faire, je vais pouvoir y aller. Alors que Biden, et j'en termine là, et il espérait peut-être 2 victoires diplomatiques avant la fin de l'année. On a eu l'exemple là, des échanges de prisonniers qui à mettre à son crédit avec la Russie, mais il pouvait aussi espérer des avancées majeures sur le terrain des otages. Or, au moment où il commence vraiment à accélérer avec les négociations au Caire, notamment, le seul vrai interlocuteur du Hamas qui pouvait faire avancer des choses meurt à Téhéran de la part d'Israël. Donc on comprend quand même que là, Biden a quand même des leviers de pression maintenant sur Netanyahou. Oui, effectivement, et c'est aussi dans la presse israélienne ce matin, vous y faisiez allusion, Claude Blanche-Maison, selon un responsable américain, Biden a réalisé que Netanyahou avait menti à propos de l'accord sur les otages et qu'il avait été ingrat envers les États-Unis. Les 2 dernières conversations entre les 2 hommes ont été plutôt difficiles. Ben oui, parce que Netanyahou a fait croire à un moment donné à Joe Biden que l'accord était sur le point d'être conclu vers un cessez-le-feu et par conséquent une libération des otages. Alors que ce n'était pas du tout le cas, c'était absolument pas le cas. Et effectivement, je crois que Biden lui en a voulu et lui a signifié qu'il ne pouvait pas le balader comme ça sur ce sujet. Pour le reste, en effet, Netanyahou poursuit ses objectifs avec une grande constance, des objectifs qui sont d'ailleurs justifiés, bien sûr, après ce qui s'est passé le 7 octobre, le massacre épouvantable du 7 octobre, éliminer les chefs du Hamas, mais pas au prix d'entraîner les Américains dans une guerre au Proche-Orient. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Et que Joe Biden n'est pas absolument certain que Netanyahou n'est pas en train de l'entraîner dans cette voie. Considérant en plus que Joe Biden n'étant plus candidat, c'est moins important qu'avant. Tout ça intervient aussi dans l'esprit de Netanyahou. Donc je crois que dans l'entretien téléphonique, en effet, c'est une explication de gravure dans laquelle Joe Biden a dit « Je suis président des États-Unis jusqu'au mois de janvier prochain et je suis en charge et par conséquent, vous devez tenir compte de la position américaine. » Et il n'est pas question pour les États-Unis d'entrer en guerre parce que finalement, M. Netanyahou considère que c'est le moment d'aller écraser l'embryon d'armement nucléaire iranien. Là, c'est très clair. Manas Charlie, est-ce que c'était le bon moment pour tuer Ismaël Haniyeh, effectivement, de la part d'Israël, l'un des négociateurs pour cette trêve à Gaza, pour la libération des otages, le Qatar qui s'en est plein d'ailleurs, qui menace de quitter les négociations, alors qu'effectivement, il y en a des négociations ce week-end au Caire? Ça dépend de quel côté on regarde les choses. Évidemment, je suis à 100% d'accord avec mes collègues. Vous avez parfaitement raison. Israël a joué vraiment très très fort et que la situation est très délicate pour Israël. Alors, mais du point de vue de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, à l'intérieur du pouvoir de la République islamique, quand on regarde, et ce qui est plutôt mon point de vue et ma position d'analyste, c'est que je vois que cet assassinat était une grande réussite pour Israël. Il a réussi à infliger la plus grande humiliation de l'histoire de la République islamique à cet État et la République islamique doit se montrer capable à la hauteur de ses promesses. Et en même temps, ce qui est extrêmement nouveau pour moi, en tout cas pour quelqu'un qui regarde la société iranienne depuis très longtemps, plus de 30 ans, je trouve que c'est la première fois dans l'histoire de la République islamique que ses bases, ses propres bases, je ne parle pas des 90% des Iraniens qui sont contre le régime, je parle de ses propres bases, de ceux qui l'ont toujours soutenu. Ils sont en train de le désavouer, ils sont en train de crier contre, de fustiger les responsables de la République islamique d'une manière, ce qui m'étonne, d'une manière très démocratique. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas que les gens de la République islamique, les gens du régime, les couches les plus traditionnelles, les plus religieuses de l'Iran, de la société iranienne,
soient devenus aussi démocratiques qu'ils attendent des réponses de la part de leurs responsables, qu'ils disent « vous devez venir, vous devez nous dire, nous ne voulons pas la guerre ». C'est important. Ce sont des phénomènes... Alors, eux ne veulent pas la guerre. Eux ne veulent pas de riposte à l'assassinat d'Agnès. Ils sont divisés. Tantôt, ils disent qu'il faut faire quelque chose pour sauver la face, mais la voix dominante que j'entends jusqu'à là, c'est la voix qui dit « nous ne voulons pas la guerre, nous sommes fatigués, nous sommes appauvris, nous avons un pays à bout et ce n'est pas le moment d'entrer ». Donc, je termine. Israël a réussi à créer une immense fissure à l'intérieur des rangs de la République islamique. Yuri Clavillier, votre avis aussi sur cet assassinat ciblé? Est-ce que Netanyahou il a pris une prise de risque inconsidérée ou mesurée pour en arriver là? Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le. En fait, il y a quelques années, un physicien nucléaire iranien avait été assassiné aussi en plein milieu de l'Iran. C'est pas la première fois que, en fait, des profils vraiment très importants ont été assassinés comme ça, un peu sous le nez des services de renseignement iraniens. Donc, il y a clairement des très grosses faiblesses dans la défense iranienne, dans leurs armées, dans l'appareil sécuritaire de manière générale. Ce qui, c'est difficile de juger du coup des capacités ensuite iraniennes dans un conflit plus direct, mais ça montre que clairement dans la confrontation entre Israël et l'Iran, Israël a des avantages que l'Iran n'est absolument pas capable de contrer. Mais effectivement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ça va se décider. C'est probablement ça, c'est une hypothèse évidemment, mais la réponse et la riposte aux événements qui ont eu lieu, elle se décidera peut-être à la dernière minute, d'une certaine manière. Il n'y a pas nécessairement une stratégie. Je pense d'ailleurs que c'est compliqué d'avoir un plan a priori dans une situation aussi complexe que celle-là. Pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de paramètres, trop de facteurs à prendre en compte. Et donc ici, c'est vraiment... Voilà, c'est pour ça aussi que la réponse n'a pas eu lieu déjà et qu'elle prend du temps, parce qu'il y a une question sur que faire. Et dans un contexte qu'on veut voir comment... On veut voir son évolution aussi. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Voilà. Myriam Benrad, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que ça peut marcher, cette mise en garde de Joe Biden, qui n'apprécie pas apparemment que Netanyahou les menait en bateau, quelque part, sur la trêve à Gaza et sur la libération des otages? Est-ce que cette mise en garde, c'est-à-dire cette menace de suspendre l'aide américaine à Israël, ça pourrait marcher? Je pense que ce qu'on peut dire concernant la posture de Biden, c'est que cette réaffirmation de la puissance américaine, elle vient quand même un peu tard. Parce que si vous prenez les lendemains du 7 octobre et les mois qui ont suivi, je dirais jusqu'au printemps 2024, au début de l'année 2024, on était plutôt sur une posture d'avertissement. Et les avertissements n'ont pas suffi face, en effet, à la politique qui a été décidée par le gouvernement Netanyahou et qui a d'ailleurs évidemment directement créé ces tensions avec l'administration américaine. Donc ça vient un peu tard. Je ne suis pas convaincue que ça dissuadera malheureusement Netanyahou de ce jusqu'au-boutisme qui a caractérisé ses décisions jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour en réalité, puisqu'on voit qu'il n'a pas fondamentalement évolué. Et puis une chose quand même qui a été mentionnée, qui me semble importante, c'est que je pense qu'il faut en effet distinguer dans cette géopolitique de la vengeance la dimension symbolique, donc les annonces qui sont en réalité volontairement rétributives, qui parlent d'honneur, de défense de la dignité, qui visent à humilier l'ennemi. Mais si vous découplez cette dimension symbolique qui en fait a toujours caractérisé la politique régionale, de la dimension stratégique, et là j'en viens à ce qui a été dit concernant aussi la République islamique, mais c'est valable en réalité aussi concernant Israël, qui est aujourd'hui un pays très divisé. On a en effet ces ambivalences au sein même des premiers cercles qui font que, encore une fois, il n'y aura pas, je pense, de guerre définitive, de déclaration de guerre totale à l'échelle régionale, parce que ces divisions, ces ambivalences, ces contradictions sur le plan plus stratégique, et puis bien entendu le fait que la rationalité tout de même revient par moments lorsqu'on essaie de faire un peu plus de prospective, de tracer des scénarios. Personne n'a d'intérêt, ni du côté israélien, ni du côté iranien, et ni du côté américain, à aller vraiment à ce qu'on appelle un brasier, parce que pour le moment, on est sur une escalade. On n'est pas encore véritablement
compte tenu des capacités militaires de chacun, entrer dans cette phase de guerre totale comme on l'a évoqué. Merci beaucoup Myriam Benrad d'avoir été avec nous, et ceci survient alors que des négociations sont au Caire, on l'a dit, pour arracher cette trêve à Gaza. Aussi alors que les frappes se poursuivent à Gaza, 17 morts hier dans une frappe sur un complexe scolaire, et on a vu aussi des milliers d'Israéliens manifester à Tel Aviv et dans d'autres villes, pour rappeler. Netanyahou a accepté un accord qui permettrait cette libération des otages. Plus de 300 jours pour eux et 10 mois de guerre à Gaza. Manas Chirali, on parlait de la réponse de la République islamique, finalement, enfin, en tout cas, de communiquer après ce qui s'était passé. Hier, ils ont communiqué. Ils ont dit effectivement que c'était un projectile à courte portée équipé d'une ogive explosive, finalement, et qui avait touché Ismaël Haniyeh. Voilà, ça vient un peu contredire d'autres pistes qui avaient été avancé notamment par le New York Times, qui parlait plutôt de bombes placées à l'intérieur. Bon, on ne saura pas dans l'immédiat ce qui s'est tout à fait passé à Téhéran. On sait que Téhéran, en tout cas, fait le ménage. 24 personnes arrêtées hier, mais quand même, ce communiqué, tout de même, qui est venu hier de l'Iran en disant que voilà, c'est un projectile qui a été déclenché, qui a touché Haniyeh. C'était plutôt la pression des Iraniens, parce qu'ils demandaient pourquoi l'État, pourquoi le gouvernement ne donne aucune explication. Donc c'est tout à fait normal que finalement ils ouvrent la bouche et qu'ils donnent une explication. Je pense que Myriam a parfaitement raison. Les Iraniens n'ont absolument pas intérêt à entrer en guerre. Tant qu'ils n'ont pas leur bombe atomique, ils ne veulent pas la guerre. En revanche, je pense que ce ne soit pas le cas du côté des Israéliens. C'est-à-dire qu'Israël sait le jour où l'Iran est doté de la bombe atomique, Israël ne peut pas faire face à la situation. Donc, je pense que du côté israélien, c'est plutôt maintenant ou jamais de régler les comptes des dirigeants de la République islamique. Allez, un mot des Houthis à présent, qui font partie de cet axe des proxys de l'Iran. Ils se sont exprimés, vous le savez, après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, en jurant aussi de répliquer. Hier, on apprend que les forces américaines ont réussi à détruire un missile et un lanceur Houthi au Yémen. Des Houthis qui, pour la première fois depuis 2 semaines, ont frappé un porte-conteneurs qui traversait le golfe d'Aden. Et Vladimir Poutine n'est pas très loin. 3 officiers russes se seraient rendus au Yémen fin juillet, selon CNN qui cite des responsables américains et d'autres sources proches du dossier. La Russie qui se préparait à livrer des missiles et d'autres équipements militaires aux Houthis fin juillet, mais il aurait abandonné ce projet après des efforts diplomatiques des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Quel objectif pour Poutine? Est-ce que c'est forcer justement l'Occident à abandonner son soutien à l'Ukraine? Est-ce que pour influencer leurs décisions? Le premier objectif, c'est capacité de nuisance. Parce que le grand intérêt des Houthis, ce n'est pas tant leur niveau d'équipement, même s'ils ont par exemple, des missiles capables de frapper Israël avec plus de 2000 km de portée. Leur intérêt, c'est au niveau des détroits de Bab el-Mandeb. S'ils ont une capacité de nuisance qu'on a observé notamment en décembre 2023, où les Français, les Américains, les Britanniques, même les Italiens étaient obligés de déployer des moyens conséquents. On est obligé, nous, Français, d'envoyer des missiles Aster à 800 000 euros pour détruire des drones qui coûtent 20 000 $ au maximum. L'objectif premier des Russes, c'est d'utiliser un proxy, pour le coup, qui a une capacité locale de nuisance assez élevée. L'objectif de Poutine, en revanche, ça ne peut pas être un vrai soutien aux Houthis. Pourquoi ? Parce que les premières fois où il a essayé de le faire, il y a de côté le paramètre des Saoudiens. Les Saoudiens ont été engagés, notamment en 2015, dans une guerre extrêmement violente, parfois inhumaine. Ils ont fait des crimes de guerre là-bas contre les Houthis. Et le paramètre qui empêchait et qui empêchera sans doute les Russes d'aller trop loin dans le soutien aux Houthis, c'est de ne pas envenimer leurs relations locales avec les Saoudiens, notamment, et j'en finis là, les intérêts des Russes, en fait, c'est dans les négociations avec les Saoudiens, quand eux veulent maintenir des prix du pétrole qui leur soient favorables, les Russes, ils ne peuvent pas s'aliéner les Saoudiens en commençant à soutenir les Houthis à des niveaux élevés. Selon des responsables américains, il s'agirait aussi de riposter à la levée de certaines restrictions américaines sur l'utilisation d'armes par l'Ukraine fournies par les États-Unis. Ça aussi, c'est un scénario plausible, ce qui pousserait en tout cas Poutine à ennuyer un peu les Occidentaux avec... Moi, je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite. Poutine, comme d'habitude, utilise sa capacité de nuisance et donc, par conséquent, puisque les Houthis nuisent à l'Occident, nuisent à la libre circulation dans le canal de Suède et dans la région, bien entendu, il est là pour les aider. Mais la limite vient d'être exprimée par mon collègue, évidemment, il n'est pas question de s'aliéner l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un acteur majeur
effectivement, c'est l'acteur majeur sur le marché pétrolier mondial. Et le marché pétrolier, c'est évidemment vital pour la Russie. Donc, la Russie qui fait partie de l'OPEP+, c'est-à-dire elle s'est ajoutée aux pays de l'OPEP pour en effet réguler dans la mesure du possible les prix du pétrole. Donc, c'est tout à fait stratégique. Et MBS, enfin le vrai patron de l'Arabie Saoudite, a de très bons rapports avec Poutine. Et bien entendu, il n'est pas question d'hypothéquer ces rapports. Donc les Houthis sont instrumentalisés dans cette affaire. Et rien de plus. Poutine n'a que faire des Houthis, en réalité. Oui. Mais il les instrumentalise comme il instrumentalise un certain nombre d'autres acteurs. Mais là, Chirali, ça veut aussi dire effectivement qu'ils sont très proches avec l'Iran et la Russie, on le sait bien, dépend de l'Iran notamment pour ses drones, ses composants. C'est ce que dit les W. Le plan annoncé par la Russie souligne son partenariat militaire croissant avec l'Iran et suggère que la Russie pourrait chercher à utiliser des mandataires iraniens pour affronter indirectement l'Occident et influencer la prise de décision occidentale. Vous avez parfaitement raison de souligner qu'ils sont très proches, mais il y a quand même une chose, ils n'ont pas les mêmes intérêts. S'il y a un seul gagnant dans l'embrasement de la région, c'est la Russie, c'est Poutine et pas les autres pays. L'Iran est le grand perdant, le peuple iranien seront les grands perdants de la situation. Et je ne sais pas comment Israël va gagner une guerre contre les Arabes, les Iraniens, la Russie, ça va être difficile. Par contre, les seuls qui vont gagner, ce sont les Russes. Oui, effectivement. L'Ukraine, effectivement, sera un peu moins au devant de l'actualité. Justement, on va parler de l'Ukraine dans un petit instant, après cette courte pause, parce que le président Zelensky a salué hier les raids ukrainiens contre des aérodromes, contre des raffineries russes. Les Ukrainiens qui ont également coulé un sous-marin, le Rostov-sur-le-Don à Sébastopol, un autre succès indéniable de Kiev en Crimée occupée, alors que la grande partie de la flotte russe elle est partie. Voilà ce qu'il dit le président Zelensky, et bien que chaque frappe de ce type nous rapproche de la fin de la guerre. Et puis on vous parlera aussi de ces Russes qui tentent de recruter à tout va via des envois massifs de SMS, des primes de plus de 8 500 €. Les Russes qui perdent 1000 hommes par jour et qui pourraient soutenir les Houthis à leur tour. Et on en parle juste à l'instant. C'est ce que nous voyons dans quelques minutes sur LCI. À tout de suite.